Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. C'est le premier épisode que j'enregistre avec ma fille juste à côté, donc je ne sais pas si vous allez peut-être l'entendre faire des petits bruits, voire un petit rototo. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Ça va pas du tout être un podcast business aujourd'hui. J'ai décidé qu'au mois d'août, on allait faire une petite pause ensemble. On va parler, voilà, vous êtes en vacances peut-être. On va parler un petit peu plus de la vie perso et en fait de ce qui m'arrive en ce moment forcément vu que mon quotidien n'est clairement pas centré sur le business en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans ou de futures jeunes mamans qui m'écoutent sur le podcast aussi. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager un épisode un peu particulier sur mon manuel de survie en postpartum. Alors, il faut savoir que moi, dans ma vie, donc en 2020, j'ai eu mon premier garçon, et enfin, mon seul garçon du coup, vu que ce bébé-là est une fille. Et j'ai vraiment très très mal vécu la première année de mon enfant, et ça a été un postpartum très compliqué. À cette époque, il faut savoir que donc j'avais 26 ans, j'avais personne autour de moi qui avait d'enfants, dans mes amis, etc. Et même ma sœur, ma grande sœur, n'avait pas encore d'enfants, elle les a eu plus tard. Et voilà, j'avais un bébé. Alors, il y a cette appellation qu'on dit aux besoins intenses. Je sais pas si ça lui collait vraiment à la peau, mais en tout cas, c'était un bébé qui avait des reflux, vraiment un reflux gastro-œsophagien qui était pathologique, donc il y avait des brûlures au niveau de l'œsophage qui lui faisaient très mal, pour lesquelles les pédiatres nous ont jamais vraiment donné de traitement parce qu'ils prenaient bien du poids, etc. Mais qui rendaient un peu notre vie infernale et qui faisait en sorte en fait que j'avais du mal, moi qui l'allaitais, à partir ne serait-ce qu'une heure pour aller faire une heure de yoga ou quoi, parce qu'il était souvent inconsolable. Je l'avais en portage quasiment 20 heures par jour, non peut-être pas, mais voilà. Et on m'avait dit, oui, tu vas voir, c'est trop bien, un bébé à cet âge-là, si petit, tu le poses quelque part, ça dort, et puis tout va bien. Ben non, clairement, il n'était pas possible de le poser à cet âge-là. Et voilà, c'était un petit peu compliqué forcément. Ça a créé aussi des tensions dans mon couple à l'époque. Il y a des choses en fait là pour ce second postpartum que j'ai eu au-delà de cette expérience-là. Je pense que je suis ben là j'ai 31 ans, 32. Oh j'ai 32 ans, ça y est, pardon. Je viens de les avoir. Et je suis pas la même maman, je pense. Aujourd'hui qu'il y a 5 ans en arrière, du coup. Euh, et ouais, clairement, comment vous dire ça? J'avais besoin, en fait, pour ce postpartum-là, de me mettre un petit peu des règles, des habitudes, un truc où j'y ai réfléchi, en fait, j'ai mis une intention. Et j'ai essayé de me dire, ok, c'est important que tu prennes soin de toi, que tu t'oublies pas, parce que très clairement, à la fin, enfin quelques années plus tard, quand mon fils était un peu plus grand, j'ai un petit peu, comment dire, pris les morceaux de peau cassés qu'il y avait partout dans ma tête et dans mon corps et tout ça. Et ça a été un peu compliqué à gérer. J'avais mis beaucoup de choses sous le tapis. Et puis voilà. Un jour, ça a un petit peu je me suis rendu compte que j'étais très proche du burn-out maternel où je me suis dit ok là il va falloir aller consulter et puis prendre voilà du temps pour toi aussi. Donc c'est ce que j'ai fait et évidemment là pour cette grossesse alors j'appréhendais pas spécialement le postpartum mais il y a aussi eu ce côté où donc cette grossesse là j'ai eu l'impression qu'elle était beaucoup plus fatigante que celle de mon fils et j'ai eu beaucoup plus de signes aussi, comment dire, beaucoup de nausées, vomissements, la fatigue, des douleurs un petit peu partout et j'avais besoin de me dire oh, quand je serai plus enceinte, je vais pouvoir faire ça et je vais profiter de mon bébé, j'ai hâte qu'elle soit là et voilà, pour profiter au mieux, je vais avoir besoin de ça et de mettre en place des choses qui vont me faire du bien. Bref, du coup, je vous dis un petit peu ce que j'ai imaginé avant. Je vais vous dire des choses, c'est un petit peu confus. Enfin, voilà, il y a plein de domaines différents. Et ensuite, je continuerai sur qu'est-ce que du coup j'ai vraiment mis en place et comment je l'ai senti. Donc, je développerai juste un petit peu après ça. Donc,
avant qu'elle naisse, je me suis vraiment fait une petite liste de voilà, qu'est-ce que j'ai envie pour mon postpartum. Je crois que je l'ai appelé mon postpartum. En mode voilà ce que j'ai envie de mettre en place. Donc au niveau des repas, faut savoir que chez moi, il y a que moi qui cuisine. Je n'ai jamais vu mon chéri dans la cuisine, je crois. Du moins pas pour faire à manger. Mais ça me gêne pas plus que ça parce que, je le disais à ma maman il y a pas longtemps, elle nous a transmis, à ma sœur et moi, vraiment une culture du bien manger, de bien cuisiner, de prendre soin de soi, de faire des plats sains et tout. Donc, vraiment, cuisiner, c'est une de mes passions, c'est une des choses qui me ressource, c'est une des choses que j'aime le plus faire dans ma maison. J'aurais totalement pu, je sais pas, faire des études là-dedans et ouvrir un resto. Enfin, ça, voilà, ça m'aurait beaucoup plu aussi. Donc, quand même, vu que le postpartum c'est pas évident et que t'as pas le temps de cuisiner, je me suis dit que j'allais vraiment congeler déjà des choses, des plats tout faits avant que la petite arrive. Et après, j'ai mis des choses simples en fait. J'ai fait une liste de choses simples à cuisiner. Donc voilà, des raviolis en paquet que t'as à faire, que tu fais cuire 3 minutes, des salades, manger du melon quand t'as un petit encas, une petite faim, sachant que c'est la bonne saison là. Et au cas où, laisser mon chéri cuisiner si vraiment ben, c'est ingérable et que je peux pas accéder à la cuisine. Je m'étais mis ça. Et aussi, il faut savoir que sur notre liste de naissance, on avait mis un bon cadeau chez Uber Eats. Donc, on n'a d'ailleurs pas encore dépensé toute cette cagnotte-là, mais à tout moment, on peut tout frais payer, entre guillemets, se faire livrer des sushis, un McDo, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et honnêtement, si vous attendez un enfant, je trouve que c'est un des meilleurs cadeaux de naissance qu'on ait pu avoir. Ce bon cadeau chez un service de livraison de repas. Donc, c'est ce que je m'étais dit. Ensuite, un des gros sujets de ma vie, c'était mon fils numéro un, enfin mon fils quoi. En fait, ça tombe forcément le postpartum avec les en co quoi. Ça tombe en même temps que les grandes vacances, les vacances scolaires. Donc mon fils est à la maison H24 et du coup, j'appréhendais un petit peu ça, de me dire, bah, il va avoir moins de temps avec moi parce que forcément, un bébé, ça prend de l'attention. C'est quelque chose qu'il nous a exprimé parce que lui, à son école, il a un de ses meilleurs copains qui a eu un petit frère et où on lui a dit ah bah quand il y a le bébé maman elle joue plus avec moi etc. Et donc c'est quelque chose qui moi il m'avait dit je veux pas de petite sœur parce que j'ai peur que on puisse plus jouer ensemble. Donc forcément il y avait un peu d'anxiété par rapport à ça pour moi. Et je me suis dit, écoute, on va pas se mettre la pression par rapport à lui, je vais faire ce que je peux. Et si les journées elles sont un peu plus calmes, s'il faut qu'il regarde un peu plus la télé que d'habitude, ben faut se dire aussi que c'est une période de sa vie en fait qu'il ne vivra ben, potentiellement plus jamais, ou s'il y a encore un autre bébé qui arrive après. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment passager et c'est ok et tu peux pas être partout, donc ne pas se mettre la pression par rapport à lui. Troisième chose que je me suis dit, c'est ok de demander de l'aide, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait en mode j'étais trop fière et tout pour mon premier et j'ai perdu des plumes. Donc je me suis dit c'est ok de demander de l'aide, c'est ok que mon fils puisse aller chez papy mamie régulièrement, même à chaque fois que je l'ai une nuit ou deux, parce que ben c'est ce qui va aussi me permettre d'être plus reposée, plus patiente avec lui et de passer des meilleurs moments, même s'ils sont moins nombreux. Et que des fois on a besoin juste de relais en fait, donc c'est ok de demander de l'aide, ça c'est une phrase très importante. Tout ce qui est en point de vue ménage, je me suis dit rien n'est urgent, c'est-à-dire que bah ouais tu peux pas passer l'aspi, faire la poussière, tout faire, faire tes vitres avec un bébé qui honnêtement depuis qu'elle est née passe vraiment beaucoup de temps contre nous, mais nous c'est un truc qui nous fait plaisir aussi de l'avoir avec nous. Je sais qu'elle en a besoin et on essaye d'être à son écoute par rapport à ça, donc c'est clair que en même temps tu peux pas forcément faire le ménage ou quoi, même si tu la mets en portage, mais voilà il y a des choses qui sont un peu plus difficiles et puis quand t'es fatigué et tout c'est pas la priorité clairement. Donc c'est un truc que j'ai dit il y a pas longtemps à mes parents: si c'est ici la maison du bonheur, ça peut pas être en même temps la maison du rangement et du ménage, quoi. Voilà. Donc on a choisi la maison du bonheur pour ce coup-là.
Tout ce qui va être aussi au niveau du sommeil, donc on dit dors quand bébé dort, honnêtement c'est pas toujours applicable, hein. Ma fille elle dort 17 heures par jour, donc non, il y a un moment j'ai aussi une vie à côté de ça, mais je me suis dit de faire la sieste, et donc là ça devient problématique parce que mon fils a clairement l'âge où il ne fait plus la sieste et où la sieste est pour les bébés. Donc lui, il a 5 ans et il dit non, non, moi je veux pas faire la sieste. Donc ça, on a quand même réussi les semaines où il est là à lui dire écoute, tu vas dans ta chambre, tu fais des jeux calmes et nous, on va faire la sieste. Et puis voilà, quand on se réveille, on fera le goûter, mais clairement, tu nous gênes pas, quoi. Et il le respecte plutôt bien, donc ça, c'est chouette. Euh, Après, au niveau des visites, je m'étais vraiment dit les proches seulement dans un premier temps et des visites qui soient le plus courtes possible parce que je sais à quel point ça peut être fatigant. Au niveau de mon entreprise maintenant, alors je vous avais parlé de mes super objectifs business, de machin, nana. Honnêtement, là, plus le temps passe et plus je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de me mettre un grand lancement en septembre ou octobre? Je pense que la priorité, c'est que ma santé mentale soit voilà prime et que dans tous les cas, c'est une période passagère, donc ça va changer, ça va, j'aurai un jour plus de motivation, plus de projets, plus d'ambition. Et j'en sortirai très certainement plus déterminée encore et plus forte en tant que femme du fait de cette deuxième maternité. Mais je peux pas m'en demander autant qu'avant en dormant si peu. Donc ça c'est quelque chose que je me suis écrite. Donc pour l'entreprise, je la mets pas du tout de côté, évidemment. Mais voilà, pour les projets de la rentrée du moins, quand moi je vais reprendre le travail, donc ce sera début octobre, je me mets pas pour le moment de pression par rapport à faire un grand lancement, etc. Ensuite, en termes de petites habitudes qui font du bien comme ça, je me suis mis justement d'avoir des rituels un petit peu tous les jours qui me font du bien, qui me ressourcent. Une des choses qui a été importante pour moi, et je vous en reparle après, c'est d'essayer de me préparer tous les jours, de me maquiller, de me faire entre guillemets belle, que moi je me trouve belle et pas en mode en pyjama, pas coiffée, pas lavée, etc. Voilà, c'est une priorité pour moi de me dire ok, je suis à peu près apprêtée et c'est un truc qui me fait du bien. Après, il y a aussi l'idée de me faire plaisir au moins une fois par mois, que ça soit d'aller chez le coiffeur, d'aller faire mes ongles chez l'esthéticienne, d'aller chez l'ostéopathe, de m'offrir un massage. Et donc ça, j'ai pour le moment largement fait, sachant que je vais faire mes ongles la semaine prochaine, que j'ai déjà vu le chiropracteur il y a quelques jours et que on m'a offert un massage en août et que j'en aurai un autre en septembre. Donc normalement, on est plutôt bon là-dessus. Mais c'est des choses hyper importantes, je trouve, quand tu es en postpartum, que tu es vulnérable, que tu viens de donner la vie. Et à un moment donné, tu peux aussi un petit peu remercier ton corps je sais pas, en lui apportant des choses qui lui font du bien et où toi tu peux te regarder dans la glace et dire waouh ok je me sens moi-même etc. Euh, Aussi il y avait l'idée d'être en pleine conscience, que ce soit quand tu fais des câlins à ta fille, quand on part en balade, se promener même si c'est à 5 minutes de la maison, mais être juste dans ce côté pleine conscience, profiter du moment, voilà, faire attention en fait au moment présent. Et ça je vous en reparlerai parce que pour le coup, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas aussi connectée au moment présent que depuis qu'elle est née. Une chose qui, moi, je sais me fait du bien, j'ai du mal à rester enfermée toute la journée. Et donc, quand je sens que ça me rend un petit peu irritable d'être juste entre quatre murs, j'ai besoin de sortir. Et un truc que j'adore faire, c'est d'aller marcher le soir avec mon chien. Et ça m'arrive aussi de marcher le soir avec mon chien et ma fille en portage, ou mon chéri, la poussette, le grand, enfin bref, un peu toute la famille. Mais voilà, c'est des moments qui vraiment, moi, me ressourcent. Donc ça, je me l'étais écrit. Après, il y a tout ce qui va être vraiment des choses qui vont apaiser les émotions quand c'est un peu trop dur à gérer. Donc la cohérence cardiaque, j'ai des huiles de CBD aussi, des roll-on spéciales émotions fortes qui sont faits par Aromazone. Des trucs qui, moi, je sais, me font du bien, la respiration, des choses comme ça, le yoga, voilà. Et une chose que je m'étais mis aussi, ça je le fais pas trop, j'avoue, mais quand même, c'est sortir sur le balcon chaque matin, avoir de la gratitude pour ce que j'ai, respirer et poser une intention pour la journée. Et je trouve ça trop mignon, donc je vais essayer de l'intégrer maintenant que le reste est à peu près bouclé. Mais voilà, c'est juste l'idée de, de profiter, même si c'est difficile, parce que des fois, tu es en train de galérer, honnêtement. Des fois, elle pleure, des fois, tu sais pas ce qu'elle a. Tu es fatigué, il y a des tensions un petit peu chez toi aussi. Et du coup, juste être dans la gratitude de dire, en fait, elle a été tellement attendue, cette petite, si vous saviez. Donc, vraiment,
voilà, juste profiter, poser, être dans l'intention en fait par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est important. Aussi au niveau du couple, donc forcément ça a été un grand pan parce que mon couple précédent n'a pas survécu à mon postpartum précédent. Donc il y avait l'idée de faire équipe ensemble, se dire on est une équipe et c'est un truc qu'on se dit souvent. Se séparer les tâches mais pas forcément de manière équitable, ne pas, donc ça je vous en reparle après, pas forcément faire la guerre de ouais qui est plus fatigué, ouais mais moi je suis fatiguée, mais moi aussi je suis fatiguée, non, non. Un truc important, se dire merci régulièrement. Éviter toutes les remarques sur le rangement, le bébé, mais tu fais pas comme il faut, mais machin. Et se dire que on se parle comme si c'était le dernier jour qu'on avait à vivre ensemble. Ou alors se dire, est-ce que ça comptera, ça, à la fin de notre vie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui faire remarquer que en fait, il a pas trié le linge comme il fallait quand il a lancé la machine, que machin, que la couche, elle est mis un peu de traviole. Franchement, voilà, c'est pas forcément important. Et dernière chose que je me suis notée, c'est d'être autonome avec ma fille le plus rapidement possible, que ce soit le papa comme moi, pouvoir me dire je peux partir et être sereine parce que le papa il sait gérer toutes les situations, il sait la calmer, il sait la changer, il sait lui donner à manger. Et moi aussi du coup par rapport à ça, me dire ok, c'est un truc que j'appréhendais beaucoup, c'est comment tu gères deux enfants. Je sais très bien gérer un enfant, ça fait 5 ans que je gère un seul enfant. Comment tu gères deux enfants quand tu es dehors, quand tu dois prendre la voiture, quand machin. Et donc ça c'est hyper important aussi je pense de le plus vite possible essayer. Et en fait, comme toutes les choses que tu fais plusieurs fois, au bout d'un moment, ça devient facile. Et donc, voilà, ne pas se mettre de barrière par rapport à ça. Ok, donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé maintenant? Donc ça, c'était la liste, c'était l'expectative. Et maintenant, la réalité. Donc déjà, première chose au niveau des repas et tout ça, il y a eu plusieurs aides qui sont arrivées à nous. Déjà, il y a mon amie Fiona Perrier qui s'appelle Aide Parents sur Instagram, qui est donc sur Nice et dans la région, les Alpes-Maritimes, pour accompagner les parents en postpartum ou après la naissance d'un enfant. Et elle va venir en fait à la maison pendant 2h30 pour soutenir, pour écouter, pour voilà, poser un petit peu les choses qu'on a besoin de poser, mais aussi pour potentiellement plier le linge, lancer un lave-vaisselle, lancer une machine, pour nous cuisiner un repas, ou alors elle l'amène un repas à chaque fois. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Et pourquoi pas prendre le relais, voilà, prendre soin de la maman, s'occuper du plus grand, prendre le relais avec la petite et du coup, si on veut, je sais pas, partir en amoureux, faire un petit café, même à 5 minutes de chez nous, elle peut faire ça. Voilà, et donc ça, c'est vraiment juste un soutien immense. Et ne serait-ce que, je trouve, pour avoir déjà, qu'elle soit déjà venue à la maison, il y a ce côté du coup où elle t'enlève des tâches à faire, des choses à faire et tout ça. Mais aussi parce que c'est quelqu'un de très doux, très bienveillant, qui a une grande expertise aussi dans ce qu'elle fait. Mais ce côté où en fait elle prend le temps de t'écouter sincèrement et donc il y a des choses qui vont ressortir, des émotions, etc. lorsqu'elle vient, que toi tu n'auras pas forcément eu l'occasion de dire avant parce que en fait on est un peu dans cette routine, le temps passe, les journées passent vite et tu n'as pas le temps de te questionner sur ok qu'est-ce que je ressens, comment je me sens et donc qu'elle vienne poser et questionner ça, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de libérer aussi la parole, que ce soit la maman, mais aussi le papa, surtout vu le contexte un petit peu particulier dans lequel cette naissance est arrivée pour lui. Je pense que je vous en reparlerai. Donc il y avait ça évidemment, donc ça c'est la pépite pour moi au niveau donc je l'ai mis dans les repas mais c'est clairement le soutien global en fait dans la maison, dans le postpartum. Et il y a aussi une association qui s'appelle Super Maman France qui existe aussi je pense en Suisse, alors ça vient de la Suisse mais peut-être que ça existe aussi en Belgique, je ne sais pas. Et du coup, c'est des mamans bénévoles qui viennent nous apporter des repas. On les appelle les mamans cadeaux. Et donc du coup, nous, on n'a rien à faire. On a juste à contacter l'association, leur dire quand le bébé est né. Et c'est eux qui organisent, selon nos dispos, des personnes qui viennent à la maison
donc qui apporte un repas pour toute la famille. Donc moi personnellement, la dernière fois que la maman est venue, c'était vraiment un repas complet avec même un dessert maison et tout, donc vraiment trop adorable. Et qui respecte aussi évidemment tous nos goûts et si jamais voilà, on a des allergies, des choses comme ça, ou juste un régime particulier, vu nos convictions, des choses comme ça et qui vient aussi potentiellement parler un petit peu de notre vécu, de ce qu'on ressent, etc. Et donc soutenir d'une certaine façon aussi dans notre postpartum. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui n'existaient pas, enfin du moins je ne pense pas que ça existait quand j'étais en 2020 en pleine galère. Donc c'est très important et c'est hyper sain je trouve d'avoir ça. Comme je vous l'ai dit, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est aussi de congeler les repas. Voilà, j'ai fait de la cuisine en grosse quantité avant qu'elle naisse, donc j'ai souvent congelé une part ou deux de temps en temps. Et globalement aussi, c'est de faire passer le message autour de nous, chez nos proches, que ah bah si vous venez, franchement, si vous voulez nous apporter une quiche, un plat de lasagne, une salade, franchement, ça serait trop cool. Moi de mon côté, bah du coup, pour mes parents et ma sœur, c'est le quatrième postpartum, le quatrième petit enfant. Donc forcément, depuis, on a évolué par rapport à mon fils, qui était donc le premier. Et du coup, voilà, autant ma sœur que ma maman m'ont amené à chaque fois à manger, des pâtes qui cuisent en 3 minutes au cas où, un melon, un taboulé, des choses comme ça. Et c'est tellement, ça fait tellement de bien. Vous savez, vraiment, la meilleure chose que vous pouvez acheter et offrir à une maman qui vient d'accoucher ou à des parents qui viennent d'avoir un enfant, c'est euh, c'est juste un plat en fait. Un plat, une salade, une quiche, peu importe, mais je vous assure que ça fait toute la différence. Et voilà, il y a ce côté demander en fait de l'aide et de demander que tiens si t'amènes un plat c'est cool, demander à l'association qu'elle passe à la maison, c'est vrai que c'est pas évident et je vous en reparlerai, mais du coup c'est voilà pour moi c'est vraiment quelque chose qui fait la différence et qui rend ce postpartum beaucoup plus léger. Ensuite, au niveau des visites, vraiment, on a cherché à les trier au maximum. Moi, j'ai fait vraiment une liste à mon chéri pour qu'il filtre lui. Voilà, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Tu organises. Si les gens y viennent, c'est toi qui organises. Tu gères de A à Z. C'est toi qui leur sers à boire, c'est toi qui leur sers à manger s'il y a besoin. C'est toi qui mets le haut là si jamais, je sais pas, il faut qu'ils se lavent les mains. Tu leur dis au début. Et c'est lui, en fait, le gérant de la maison. Moi, je suis avec ma fille sur le canapé et j'attends que les gens viennent à moi. Et voilà. Parce que en fait, tu viens d'accoucher, les gens se rendent pas forcément compte que t'es ultra fatigué, que le moindre pas, tu ressens des choses dans ton corps, laisse tomber. Donc non, tu peux pas faire 15 allers-retours pour servir tout le monde avec le sourire comme si tout allait bien. Non, en fait, t'es juste fatigué. Et je sais pas, a priori, pour même la famille de mon chéri, on s'entend tous très bien évidemment, mais je suis assez cache en fait dans ma façon d'être et donc s'il y a un truc qui me convient pas ou si j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je vais le dire sans tabou, sans peur et tout ça. Donc par rapport à ça, voilà, ils ont respecté nos choix, ils ont été très cool et en général ça s'est très très bien passé. Puis j'ai l'impression vraiment qu'avec le temps et les années, les gens font plus attention à tout ça. Ils font plus attention à donner des repas, ils font plus attention à privilégier des visites courtes, à dire attends on va pas venir de suite et tout ça parce que on sait que c'est fatigant. Tiens, on vient, nous on a des amis qui sont venus il y a pas longtemps. Attendez, on vient, mais on vous fait à manger chez vous et tout ça. Enfin, c'est adorable. Et souvent c'est des gens qui ont des enfants, du coup forcément. Mais c'est chouette de voir que les gens font attention à ça. Donc voilà, vraiment la première semaine, on a choisi d'avoir que la famille très proche, les frères et sœurs et les grands-parents. Et puis petit à petit, d'agrandir un peu à plus nos amis, tout ça. Mais il y avait cette idée en fait d'oser parler, d'oser dire ce qu'on veut et d'oser aussi exprimer nos limites et dire non, là, moi en fait, venir à 18h, ça va pas être possible parce que c'est une heure un peu compliquée avec la petite, etc. Ensuite, du coup, dans le même ordre d'idée que de ce que j'avais mis dans ma petite liste, j'ai essayé de prendre vraiment les moindres moments pour moi. Parfois, je me lève avant elle et mon chéri pour pouvoir prendre mon petit déjeuner dans le calme et dans le silence quand mon fils n'est pas là. Le matin, j'adore sortir mon chien avec un podcast business. Je ne perds pas de vue ce que j'aime aussi à côté de mon rôle de maman.
Et de prendre vraiment ce temps, de faire des longues balades et de savoir que ben ils gèrent, qu'ils sont à la maison, que tout va bien. De pouvoir, je sais pas, le soir quand elle est endormie avec son papa devant la télé, prendre une douche où tu vas faire vraiment le gommage, le truc, le machin, qui va vraiment bah, te dire, ok, là c'est le récurage du siècle. C'est pas ce que je voulais dire, mais vraiment un moment où tu prends du temps pour toi sans stress, où c'est, voilà, vraiment tu prends soin de toi. Ça peut être voilà, 5 minutes de yoga, 5 minutes d'étirement, des choses comme ça où je vais ben, pouvoir me dire, ok, c'est des moments très précieux pour se ressourcer aussi. Et ça passe pas que par le sommeil, personnellement, pour moi, c'est vraiment ce genre de choses-là qui m'apaise et me ressource. Une autre chose, et qui est très importante, qui n'était pas aussi importante, je crois, à mon postpartum précédent, mais j'ai trouvé cette grossesse tellement longue que j'ai ressenti le besoin de vraiment retrouver mon corps. Donc je rêve de reprendre le sport, mais du coup j'essaye de faire un peu des, des exercices de yoga ou de gym de gasquet pour un petit peu retravailler le périnée, tout ça, parce que bah, le sport, il va falloir attendre un petit peu. Mais vraiment, tous les matins, même à la maternité, je faisais attention à pouvoir me doucher, me préparer, me maquiller, mettre du parfum. C'est des choses toutes bêtes, mais qui vraiment, moi, me font dire, ok, en fait, m'habiller vraiment avec une vraie tenue, même si je reste à la maison, ou au moins je me sens un peu mieux. Et un peu plus moi-même en fait, je me sens plus dédoublée et appartenant à moitié, enfin portant le corps de quelqu'un d'autre, donc du coup voilà, il y a ce côté-là où je me réapproprie un peu mon corps par ce genre de petites habitudes. Comme je le disais, aller faire maison, même si je ne l'ai jamais fait de ma vie quasiment, mais j'ai ressens ce besoin-là, d'aller faire du shopping, de remettre des vêtements où je me sens belle, où je me sens féminine, et voilà, globalement, prendre soin de moi, comme je disais, aller me faire masser, rééquilibrer un peu mon corps avec de la chiro, peut-être même faire des soins énergétiques, enfin voilà, faire des choses qui vont me faire du bien comme ça, qui vont m'apaiser. Non, c'est pas du tout la dernière chose, pardon, mais autre chose du coup, c'est faire le plus vite possible les routines à 4. Et ça, c'est un conseil que j'ai vu sur un réel de Facebook, je crois, dans les derniers jours avant la naissance, et que j'ai trouvé super intéressant. Parce que vraiment, c'est vrai que quand même de façon générale, avec déjà qu'un seul enfant, ta vie, elle va être bouleversée d'une certaine façon, tes habitudes d'avant vont être bouleversées. Et donc, moi, j'avais besoin, là, d'autant plus avec le deuxième, de me dire, ok, en fait, la vie d'avant, elle existe toujours et je dois l'intégrer à cette vie d'avant. Donc, le plus rapidement possible, on a fait les choses qu'on faisait avant avec mon grand et se rendre compte que c'est possible, ça m'a énormément rassurée. Donc, par exemple, il y a un parc à 5 minutes de chez moi. On a pris la petite en poussette la première semaine, on a pris le grand et on est allé se promener dans le parc et ça s'est bien passé. La petite dormait, le grand il s'amusait comme un fou et c'était la vie d'avant avec une poussette en plus. On a fait la même chose à un autre parc un peu plus loin, mais où on va souvent aussi avec mon fils. Sortir le chien avec ma fille en portage, des choses comme ça. Manger ensemble, par exemple. Voilà, le soir, etc. Faire la routine du soir aussi, ben, le bain de mon fils, l'histoire. Bah, du coup, ok, on va lire l'histoire dans mon lit, mais du coup, j'ai peut-être la petite avec moi. Mais au moins, c'est la vie d'avant où, en gros, ça n'a pas changé à part qu'il y a quelqu'un en plus, quoi. Et au début, c'est vrai que c'était rassurant parce que bah, vu que mon conjoint est en congé paternité pendant 4 semaines, là, euh, de savoir qu'il est là, ça me rassure, etc. Et puis, de plus en plus, avec les jours qui vont passer, je vais essayer de faire ça toute seule aussi. Et l'idée, en fait, c'est de prendre confiance. Voilà, ça donne confiance, ça rassure, se dire, ok, j'arrive à gérer mes deux enfants ensemble. Ouais, se rendre compte qu'en fait, on gère la fougère, quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Ouais, on a tendance à se mettre des limites, dire, ah, mais je sais pas, mais si elle pleure, mais si machin, mais comment on va faire et en fait, juste essayer de le faire et se rendre compte que c'est possible. Bah, des fois, elle sera peut-être plus galère que d'autres. Voilà, un jour, elle va peut-être pleurer ou j'en sais rien. Mais essayer et petit à petit se dire, ok, bon, j'ai des solutions, j'y arrive, etc. Une autre chose, moi, qui est hyper importante pour moi là dans ce postpartum, c'est sortir. Sortir, même si c'est 10 minutes par jour pour sortir le chien, le chien, le chien,
J'ai besoin de sortir de cet appartement tous les jours. Les premiers jours, c'était juste aller à la pharmacie en fait, parce que je marchais pas beaucoup et que c'était à 5 minutes de chez moi. Mais c'est trop important. Ça me faisait du bien de juste sortir de cet appart, de ces quatre murs, où la seule chose qu'on a à penser, c'est lancer la lessive, étendre le linge, plier le linge, faire le lave-vaisselle, nanana, regarder la télé, changer la petite, le bibi il est à quelle heure, ok. Non, j'avais trop besoin de, voilà, de sortir un tout petit peu, d'aller balader avec la petite. Et c'est un truc que j'ai beaucoup dit, j'étais pas physiquement hyper au top pour faire des longues marches et des randonnées, tout ça. Mais du coup, la première semaine, quand on a eu mon fils et donc quand on est rentré de la maternité, bah, c'était aller balader, lui en trottinette, nous en poussette. Et même si c'est faire le tour du quartier, ça fait du bien. On sort en fait, on sort de cette maison. Parce qu'en plus, on reçoit beaucoup de visites chez soi. Donc on avait besoin de voilà, juste changer d'air, même si c'est aller sur la place d'à côté pour boire un iced tea, ben, on le fait en fait. Voilà, c'était un peu... C'est un truc moi qui me plaît beaucoup. Euh, Autre chose aussi, et de façon générale, je pense que ça vaut plus pour un premier, mais aussi pour un deuxième, c'est se faire confiance. En fait, tu vas entendre plein de choses. Il faut la laisser un peu pleurer, il faut pas trop le prendre dans les bras. Ah, tu l'allaites pas, mais du coup, mais attends, mais ça c'est bien, mais les bibis, c'est des 90 qu'il lui faut à cet âge-là, et nanana. Et en fait, au fond de toi, tu sais instinctivement ce qui est le mieux pour ton bébé. Tu sais ce qu'il veut quand il pleure. Tu sais ce qui va l'apaiser. Tu sais ce qu'il a, tu le ressens. Enfin, voilà, tu es quand même connecté à ton bébé. Tu l'as eu 9 mois dans ton ventre. Et même en tant que papa, hein, tu sais aussi très bien. Moi, je suis impressionnée à quel point mon chéri, instinctivement, trouve toujours la chose qui va la rassurer, la calmer, l'apaiser. Voilà, c'est aussi possible. Il y a peut-être un instinct paternel aussi qui existe, mais en tout cas, juste de se faire confiance, de pas trop mentaliser et de pas écouter tous les conseils, tous les ah mais il faut faire ceci, ah mais c'est mieux si tu fais cela. Et d'ailleurs, c'est quand c'est ton premier enfant, tu es beaucoup influencé par tout ça. Au deuxième, tu écoutes plus ces gens-là, et d'ailleurs, je crois qu'ils se permettent même plus de te dire, hein. C'est rare, mais voilà, du coup, ça c'est hyper bénéfique aussi, juste si c'est un des conseils du postpartum possible, c'est se faire confiance. Autre chose qui est hyper importante et que je remarque beaucoup, c'est de se connecter au moment présent. En fait, ce qui est bien en postpartum, c'est que tu peux pas prévoir. Tu vis vraiment au jour le jour, à l'heure après l'heure. C'est un monde très spontané. Et c'est peu habituel parce que nous, on est dans une routine au quotidien. Voilà, là, tu n'as plus de routine possible. Tu te réveilles et t'évalues en fait. Est-ce que tu es en forme? Est-ce que ton conjoint est en forme? Est-ce que le bébé il est calme ou pas? De quoi tu as envie? Ah bah tiens, j'ai envie de sortir. Ok, allez, on y va. Ah bah non, là j'ai envie de rester à la maison, de regarder une série, de me poser. Ok, bah on reste là. Et du coup, tu apprécies d'autant plus toutes ces petites choses très simples. 5 minutes pour lire, voilà, quelques pages de ton livre pendant qu'elle dort. Faire du yoga pendant quelques minutes. Te balader même à deux pas de chez toi et t'as, je trouve, notamment lié aux émotions de la naissance et tout ça, mais une gratitude énorme de dire waouh en fait qu'est-ce que la vie elle est belle. Je me souviens les premiers jours, des fois il y avait des informations à la télé, on zappait en mode non mais on veut pas avoir le négatif du monde, là il y a que de la joie, il y a que du bonheur, on est sur notre petit nuage, on n'a pas envie. Et donc t'as ce sentiment où tu es hyper connecté au moment présent et où tu as aussi bah, voilà, beaucoup de gratitude de vivre ça. C'est une chance énorme d'avoir un enfant, d'accueillir un enfant en bonne santé dans un foyer. Et du coup, honnêtement, combien de fois on s'est regardé avec mon chéri et on s'est dit, mais oh, purée, mais qu'est-ce qu'on est chanceux, mais merci la vie, mais regarde notre famille comme elle est belle et tout ça. Et des fois, c'est juste se croiser dans l'appartement et se prendre 5 minutes dans les bras pour se dire, waouh, quand même. Ah oui, c'est dur, hein. Oui, des fois on galère, mais quand même, c'est beau, quoi. Et ça, je pense que c'est possible parce que tu es connecté au moment présent. Et voilà, ça peut être aussi ben, par rapport à mon grand de juste jouer avec lui, mais en conscience. T'as pas ton téléphone à moitié avec toi, tu es vraiment pleinement présent sur le moment à prendre peut-être 30 minutes, mais 30 minutes où tu vas être pleinement dans le moment et connecté à lui. Moi, je fais beaucoup de coloriage aussi en ce moment, donc c'est pareil, c'est un truc qui te déconnecte et qui te connecte justement au moment présent. Et sortir, c'est un truc que je faisais beaucoup, vu que j'ai le podcast sur les oreilles, en général, bah, je sors en regardant autour de moi,
oh qu'est-ce que c'est beau ça, oh là là je suis bien ici, oh, c'est ça j'aime bien, oh regarde là il y a des gens, ils sont trop mignons, nanana, il se passe un truc, et t'as pas le nez sur ton téléphone, sur ton écran, et je voyais des gens que je croisais dans la rue avec leur téléphone, tac tac, à regarder leurs vidéos sur Instagram, et je me suis dit mince c'est triste quand même parce qu'ils font pas attention à tout ce qu'il y a autour d'eux qui est trop beau, et je sais pas du tout du jugement parce que honnêtement je suis comme ça aussi habituellement, mais là j'avais voilà ce besoin de me reconnecter. Et évidemment, dans le même ordre d'idée, mon temps d'écran sur mon téléphone a tellement diminué parce qu'en plus ma fille déteste que je sois sur mon téléphone en même temps que je fais autre chose. Donc si je donne bon, le bibi, c'est pas trop possible, mais je sais pas, elle est sur toi, tu regardes un petit peu, ben c'est là où elle va un petit peu s'énerver. Et donc clairement, je crois qu'elle a diminué de 50% les premières semaines de vie de ma fille. Donc c'est trop bien. Meilleur détox digital, avoir un bébé. Euh, Autre chose, et c'est peut-être la dernière, non, l'avant-dernière, c'est d'oser exprimer ses besoins et ses limites. C'est quelque chose dont on a parlé avec Fiona quand elle est venue. En fait, tu as besoin d'exprimer. Et donc ça, c'est un truc que moi, j'ai tendance à faire assez bien, mais mon conjoint pas trop. C'est d'exprimer en fait, là, de quoi j'ai besoin. Et de pas porter sur les épaules, de pas tirer sur la corde, de dire, mais en fait, là, moi, j'en peux plus. Là, moi, ma limite, c'est ça. Ok, il y a des gens qui viennent demain. Moi, je te dis, après-demain, je veux pas de visite parce que je me sens pas, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que je le ressens comme ça, en fait. Et aussi, ça peut être les limites de ce que tu vas tolérer chez l'autre en tant que conjoint, parce que forcément, c'est un moment où tu es vulnérable, c'est un moment où il y a des tensions, il y a des pleurs, tu dors pas bien, tu es irritable. Donc, il y a forcément des réflexions, il y a forcément des petites crises, des petits pics, des petites choses qui vont se faire. Et donc pouvoir aussi exprimer, là en fait je trouve que tu es allé trop loin. Là moi ça, j'ai pas envie de l'accepter. Voilà, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on communique parce que ça me convient pas. Et donc ça c'est aussi important d'être dans cette communication malgré le fait qu'on est un peu sous une vague tous les deux, où voilà, tu avances un peu tous les jours, mais tu maîtrises pas trop, t'as même pas trop le temps de te regarder, ni de te toucher, ni rien faire. Enfin voilà, t'es vraiment, comment dire... on vit ensemble mais sans trop on se croise quoi, et puis notre attention elle est accaparée sur du coup le bébé, et donc de pouvoir aussi prendre ce temps quand elle dort ou quoi, se dire ok viens on parle, alors comment tu te sens, de quoi tu as besoin, comment tu as vécu les choses aujourd'hui, c'est hyper important. Et donc d'exprimer en fait les choses, d'exprimer de quoi on a besoin, nos limites, etc. Euh, et pouvoir se dire, mais en fait, voilà, moi j'ai besoin de ça. Là, j'ai envie de sortir avec la petite parce que je me sens énervée. Tiens, moi, tu peux sortir avec le grand et toi, tu vas te reposer, faire une sieste, etc. Là, je pense que tu as besoin d'aller courir, en fait. Vas-y, parce que mon chéri court beaucoup. Dire, vas-y, là, je sens que la cocotte minute, elle est pleine. Ne t'inquiète pas, je gère, va faire ta course à pied. Ou alors, en pleine nuit, pouvoir lui dire, écoute, là, lève-toi pour son biberon parce que pour moi, là, c'est trop dur, j'ai plus la patience. Ou prends le relais parce qu'elle est en train de pleurer, j'en peux plus. Voilà, faire des choses comme ça. Et je trouve que pour ça, grâce à ça, on arrive à être une assez bonne équipe, même si on est loin d'être parfait, honnêtement. On a deux caractères bien trempés, donc ça peut péter aussi. Mais en tout cas, on essaye de communiquer malgré tout. Et de pas prêter attention non plus au fait que des fois t'es irritable, ça pète. Ouais, bon, c'est pas la base de notre couple non plus, donc c'est ok, ça peut arriver. Et donc, dernière chose qui est un petit peu en lien du coup, c'est prendre le relais avec le papa, enfin faire en sorte que le papa prenne le relais et se passer le relais en fait l'un et l'autre, mais pas de façon équitable. Et donc ça va peut-être vous surprendre. Mais je trouve que c'est pas forcément équitable et 50-50 le côté tâches ménagères ou le temps passé avec le bébé ou la nuit par exemple. Au début, on s'est dit ça. Tu fais une partie de la nuit, je fais celle d'après. Mais en fait, ça va être surtout selon nos émotions du jour. Comment tu te sens? Ton état de fatigue. Est-ce que toi tu te sens plus fatigué aujourd'hui? Moi j'ai l'impression que je peux gérer. Ok, allez, toi tu vas faire la sieste, moi je la prends. Voilà, tu fais un bibi, puis l'autre il va gérer le prochain. Pas forcément. Ça peut être vraiment plus adapté selon là où on en est à l'instant T. Donc encore une fois, il y a cette connexion au moment présent. Pour moi, je trouve que c'est plus simple de me lever la nuit parce que je me levais déjà la nuit durant la grossesse et que j'ai déjà eu un enfant et que voilà, pour moi c'est plus facile. Lui, il va plutôt se lever le matin ou alors veiller le soir et donc moi je vais me coucher plus tôt.
Certaines nuits, il va dormir vraiment avec elle parce que c'est ça qui l'apaise et c'est ça dont elle a besoin. Et moi, je dors souvent mieux du coup si je suis toute seule. Tu vas peut-être gérer plus un jour et moi, je vais prendre du temps pour moi et puis moi, ce sera le lendemain. Voilà, ça change vraiment selon nos énergies, selon notre morale, notre état, notre degré de sommeil et de fatigue. Euh, et c'est vraiment de pouvoir se passer le relais de cette façon-là, qu'il ne soit pas forcément à 100% 50-50, mais qu'il soit dans l'écoute de l'autre. Et c'est pas linéaire, encore une fois, c'est assez nuancé, comme dans plein de choses dans la vie. Voilà, 40 minutes quand même aujourd'hui, cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que c'était pas trop répétitif parce que du coup il y avait cette petite liste et ce qui est vraiment mis en place. Mais j'espère que ça vous aura inspiré et que peut-être vous y trouverez de l'inspiration ou que ça vous fera juste plaisir de m'avoir écouté un petit peu pendant la reprise des épisodes de podcast de l'Art de briller. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye!